Bonjour à tous. Je suis très impressionné d'être là parmi vous. Je voudrais tout d'abord vous féliciter pour cette organisation. Je vais un peu challenger les jeunes radiologues pour qu'ils arrivent à des choses aussi sympathiques et productives que vous. Bravo, vraiment. Et puis je voudrais remercier les organisateurs, en particulier Pierre, pour m'avoir invité. Alors je vais me présenter rapidement. Je m'appelle donc Guillaume Gorincourt, je suis radiologue. J'étais PUPH à la PHM jusqu'à il y a 3 mois et je suis radiologue libéral depuis 3 mois et très heureux de l'être. Je suis ici au titre du fait que je sois vice-président du conseil départemental de l'Ordre des médecins avec une mission particulière, 2 missions particulières, une mission sur la communication avec un vrai enjeu là-dessus et puis une mission sur les jeunes médecins, donc probablement en partie au moins une raison pour laquelle je suis là. Alors Pierre m'a confié le sujet de vous parler de confraternité. C'est un sujet compliqué qui m'intéresse beaucoup dans les choses pour lesquelles j'essaie de travailler là-dessus. Je me retrouve parfois, je ne sais pas si c'est complètement avec un consentement absolu, mais je me retrouve à faire une 2e thèse de sciences aujourd'hui en ressources humaines. Et mon sujet de thèse, c'est pourquoi certains médecins restent à l'hôpital et pourquoi d'autres s'en vont, le quittent. Et vous verrez que finalement, ce n'est pas si éloigné de notre sujet. Alors, je vais essayer de faire le moins de politiquement correct. Je suis un peu obligé parce que je suis là en tant que représentant de l'Ordre des médecins et que c'est filmé, donc forcément, ça peut être revu. Donc, je ne vais pas pouvoir me lâcher complètement. Je vais essayer d'être le moins possible, mais je vous demande votre indulgence là-dessus. On va commencer par des petites définitions finalement, parce que je me suis replongé dans pas mal de définitions pour préparer ce topo, qui a été pour moi, je ne vous le cache pas, plus difficile à faire que n'importe quel topo radiologique que j'ai fait depuis quelques années. Alors dans les définitions, on trouve celle du Larousse, les rapports amicaux entre confrères. Je n'aurais pas forcément, moi, mis le côté amical en premier lieu. On n'est pas obligé d'être amis pour travailler ensemble, hein, je pense. Le Google, lui, parle de bonnes relations entre confrères et consoeurs. D'ailleurs, Google est le seul qui met le mot consoeur. C'est aussi intéressant dans la définition. Et puis, le Wiktionary parle de relations et de sentiments entre confrères. Donc là aussi, je n'aurais pas forcément mis cette notion d'affect, mais manifestement, ça rentre dans les définitions d'usage de cette confraternité. Alors, l'Ordre national des médecins traite de ce qu'on appelle la déontologie. Qu'est-ce que c'est la déontologie? C'est 2 choses principales. C'est le fait d'avoir des bons rapports entre les médecins et les patients. Ça paraît évident, mais ça n'est pas toujours, malheureusement. Et puis, bien sûr, des bons rapports entre les médecins entre eux. Ça devrait aussi couler de soi, et ça n'est bien sûr pas forcément le soi. Un petit mot pour dire que, j'en reparlerai, que le conseil départemental de l'Ordre des médecins, c'est l'organe de la conciliation. C'est-à-dire que notre rôle, c'est d'essayer de faire en sorte qu'une situation conflictuelle ne débouche pas sur une plainte, ce qui est plutôt une mission louable. On y arrive, je crois, le plus souvent, on n'y arrive pas toujours, et donc ensuite ça passe en plainte, et quand ça passe en plainte, c'est traité par le conseil régional. Alors, pour vous, j'ai eu le plaisir, parce que je me suis rendu compte que je ne m'y étais pas plongé depuis un certain temps, voire très très longtemps, de me replonger dans le code de déontologie. J'imagine que pour vous, c'est très frais, et c'est quelque chose que vous lisez absolument tous les jours. Donc le code de déontologie est divisé en plusieurs parties. Première partie, les devoirs généraux des médecins. Deuxième partie, les devoirs des médecins envers les patients. Et troisième partie, les devoirs des médecins entre eux. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous avez une quinzaine d'articles qui traitent des devoirs des médecins entre eux. Donc confraternité, il est question de détournement de clientèle, de consultation occasionnelle, de consultation en urgence, de divergence d'opinion entre un consultant et un médecin traitant, d'exercice collégial, de remplacement et enfin aussi de compagnonnage. On va y revenir parce que c'est un des sujets qui nous intéresse le plus. Alors là aussi, un petit peu de choses formelles, excusez-moi, mais je pense que c'est aussi important. L'article 56 dit que les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité et un médecin qui est indifférent avec un confrère doit rechercher une conciliation. C'est une obligation par le code de déontologie de passer par cette période de conciliation avec l'aide du conseil départemental et la notion de médecins qui se doivent assistance dans l'adversité. Et ça, je fais une petite parenthèse sur ce qui s'appelle l'entraide. L'entraide, c'est une structure interne au conseil de l'ordre qui a pour objectif d'aider les médecins en difficulté, qu'elles soient morales, psychiques ou financières aussi, avec des fonds qui sont alloués à cette entraide.
Dans les commentaires de cet article, effectivement, on parle des médecins qui constituent un corps, qui sont dépendants les uns des autres, ces liens confraternels, etc. Un état d'esprit commun, une profession de responsabilité et d'action, etc., etc. Le médecin ne doit jamais médire d'un confrère dans l'exercice de sa profession, mais plutôt prendre sa défense s'il est injustement attaqué. Ça ne dit pas qu'est-ce qu'on doit faire s'il est justement attaqué. On va y revenir peut-être. Non seulement c'est du bon sens, bien sûr, mais c'est vraiment une obligation, comme je vous disais. Hein. L'article du Code de déontologie est une partie du Code de santé publique. Hein. Donc c'est vraiment une obligation, la recherche de la conciliation. Un médecin peut être attaqué et sanctionné s'il n'a pas recherché la conciliation. D'accord ? On verra quelques exemples. Et encore une fois, c'est le rôle du conseil départemental et c'est le rôle de l'entraide. L'article 68.1, c'est celui dont je vous parlais sur le compagnonnage. Donc on est directement sur les rapports entre les médecins seniors et les médecins juniors et la notion d'apprentissage. Donc le médecin partage ses connaissances et son expérience avec les étudiants et internes en médecine durant leur formation dans un esprit de compagnonnage, de considération et de respect mutuel. Les commentaires de cet article sont toujours intéressants. Donc c'est les rapports de tout médecin, quel que soit son mode d'exercice, hospitalier, salarié, mais également libéral. De plus en plus de médecins libéraux sont également terrain de stage pour les étudiants et les internes. Et cette notion de transmission de connaissances se présente, je vous rappelle, c'est inscrit dans le serment d'Hippocrate, donc c'est un élément absolument majeur, avec la notion bien sûr de j'enseignerai au fils de mes maîtres, etc., ce qu'ils m'ont appris. Cela se manifeste, deuxième partie du commentaire, par une notion de respect des patients, qui ne doivent pas être traités comme des objets d'étude, des organes malades, mais considérés en tant que personnes, écoutées avec empathie, etc. L'exemplarité du médecin, sous-entendu senior, qui fait le compagnonnage, est particulièrement importante dans ce domaine. Et commentaire aussi important de l'article 68.1, c'est qu'il y a une notion de réciprocité, et il est écrit également que l'étudiant devra quant à lui non seulement participer à l'exercice professionnel du service, de la structure ou du cabinet, mais contribuer du fait même de sa mobilité à l'actualisation des connaissances de l'enseignant. C'est merveilleux, hein? C'est un peu le pays des bisounours. D'accord? Quand on lit ça, on se dit nous sommes un magnifique corps uni, solidaire, compagnon, respectueux, etc. Donc ça, c'est ce que disent les textes. Et peut-être que vous serez d'accord avec moi pour dire que dans la réalité, parfois, c'est plutôt Game of Thrones que les bisounours. C'est un avis, encore une fois, personnel. Hein. Alors, un premier exemple des affaires récentes, le fameux groupe NoFakeMed. Vous savez, ces médecins qui se sont réunis pour discuter de la pertinence, notamment du remboursement de l'homéopathie. Ce groupe NoFakeMed a été attaqué à l'ordre des médecins par un groupe de médecins homéopathes. Et cette attaque a donné lieu à de très très longs atermoiements de l'Ordre national des médecins, où il n'y a eu aucune décision prise, donc un flou qui est resté pendant très longtemps, donc ce qui a donné lieu à une situation pas très facile pour l'Ordre national des médecins. Et puis finalement est arrivée secondairement la décision de non-remboursement par l'HAS, validée par le ministère, et puis aujourd'hui, à la fin de l'autorisation de mentionner la qualification d'homéopathie sur les ordonnances, les plaques, etc. Ce qui finalement a été donné raison au groupe NoFakeMed. Dans l'absolu, l'ensemble des plaintes posées contre le groupe NoFakeMed n'a pas encore été traité. Et donc il y a des médecins aujourd'hui qui sont toujours poursuivis dans le cadre de cette plainte posée par les homéopathes contre eux. Vous voyez que la confraternité, déjà, elle en prend un petit coup rapidement. Exemple 2, et ça c'est aussi un point important pour vous signaler un élément majeur qui est, on sous-estime beaucoup ça, hein, la façon dont tout ce que vous allez signer, tout ce que vous avez commencé déjà à signer comme acte, comme certificat, vous engage de manière très très importante. Hein. Je pense qu'on sous-estime beaucoup ça et qu'il y a beaucoup de travail d'information ici. Je passe rapidement sur cette histoire. Une personne qui s'estime victime de fautes commises par un ophtalmologiste qui demande à son médecin traitant de rédiger un courrier et de l'adresser à l'avocat. Ce courrier témoignant des potentielles erreurs faites par l'ophtalmo pendant la chirurgie. L'ophtalmo a porté plainte au conseil régional pour non-confraternité
Et la chambre disciplinaire a donné raison à l'ophtalmologiste. Et le Conseil d'État a confirmé cette sanction contre le généraliste qui a fait certificat en disant que le généraliste n'avait pas les compétences, d'abord, pour juger de la qualité de la chirurgie ophtalmo, et qu'en plus, c'était typiquement quelque chose de non confraternel, puisque le généraliste n'aurait pas dû faire ce certificat, mais aurait dû prendre contact avec l'ophtalmo pour rechercher une conciliation, respectant l'obligation dont je vous parlais initialement. Tout ça, c'est des affaires réelles hein, qu'on trouve dans la jurisprudence. Cet exemple 3, il va venir un petit peu plus, je dirais, au cœur de ce dont on parle peut-être aujourd'hui. Il est notion d'insuffisance professionnelle. Pendant que j'ai fait mon cursus qui m'a amené à la thèse de ressources humaines, j'ai fait un master de ressources humaines et j'ai appris beaucoup de choses en termes de droit du travail. Et cette notion d'insuffisance professionnelle qui est finalement pas spécifique au droit privé, mais qui s'applique aussi au droit public et notamment à l'hôpital. Et on peut avoir une suspension temporaire, ou totale ou limitée d'un médecin pour insuffisance professionnelle, c'est-à-dire une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux, à assumer les responsabilités relevant de ses fonctions de praticien hospitalier, par exemple. Tout ça est très encadré, il faut 3 experts, dont un des experts doit être un enseignant. C'est une procédure qui est longue, mais ça peut déboucher à une suspension d'activité. Hein, je vous rappelle que les sanctions ordinales sont très importantes, hein, puisqu'on peut aller jusqu'à l'interdiction d'exercer. Vous avez beau avoir tous les diplômes que vous voulez, si vous n'avez pas la validation de l'ordre des médecins, vous ne pouvez pas exercer votre pratique médicale. Et donc, alors, il y a des procédures de reconversion professionnelle ou parfois de licenciement qui sont gérées pour l'hôpital par le Centre national de gestion. Ce que je vous dis ici, ça ne vous donne pas les raisons de cette insuffisance professionnelle. C'était une notion d'incompétence. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ce cas est un peu particulier et on doit s'assurer de ne pas avoir de notion de pouvoir identifier les gens qui sont en cause. Mais on peut se poser la question de manière hypothétique, c'est-à-dire est-ce que c'est confraternel ou non confraternel de signaler un confrère qu'on juge ou qu'on serait plusieurs à juger incompétent, ou est-ce que ce serait ne pas le signaler qui serait non confraternel ou confraternel? Je pense que la question se pose parfois vraiment. Alors peut-être que ce qui est plus raisonnable de signaler, si on veut respecter cette obligation déontologique de conciliation, c'est peut-être plutôt de signaler le caractère en danger du patient qui est pris en charge que de signaler potentiellement le médecin dangereux, je mets des guillemets. Encore une fois, hein, je ne prétends pas avoir des réponses forcément, mais je voudrais qu'on essaye de réfléchir à ce type de questionnement-là. Un autre exemple, également tiré de la réalité, ça se passe dans un ESPIC parisien, et c'est une plainte d'un praticien hospitalier à son chef de service, avec la notion de non-confraternité. Et là, on est clairement dans une thématique qui est une thématique de plus en plus importante par sa quantité et par son intensité, c'est le harcèlement entre confrères. C'est un vrai problème aujourd'hui, on va en reparler un petit peu, et si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas. C'est quelque chose sur laquelle, c'est un sujet dont on ne parlait pas. On n'en parlait pas parce qu'il y avait je dirais, une forme de résilience, hein, je n'aime pas forcément ce terme, mais une notion ou je dirais plutôt une culture d'une certaine forme de normalité de certains comportements des médecins entre eux, avec vous savez, une pyramide hiérarchique à l'hôpital qui est très importante. Je l'ai pratiquée pendant longtemps, plutôt en bas de la pyramide qu'en haut. Mais on n'en parle pas. Aujourd'hui, il y a une parole qui est vraiment en train de se libérer là-dessus. Depuis notre élection au Conseil de l'Ordre au mois d'avril dernier, il y a des coups de fil au moins tous les mois de collègues qui appellent pour signaler des conduites de harcèlement. Je ne parle pas de harcèlement par une direction hospitalière, hein. Ça c'est autre chose. Je parle de harcèlement par des confrères, généralement de niveau hiérarchique supérieur, au sein d'une structure hospitalière, libérale, peu importe. Donc ça c'est quelque chose sur lequel ma génération, on ne parlait pas. C'est probablement des gens de votre génération qui en parlaient plus, et les gens de ma génération sont en train de se dire que finalement, ils peuvent peut-être aussi
en parler. Donc je crois que votre génération va nous apporter beaucoup. Et là aussi, on peut se poser la question, c'est quoi qui est confraternel? C'est de signaler un confrère harcelant ou c'est de ne pas le signaler? Je crois que la question elle est vraiment légitime. Et là aussi, peut-être que pour éviter les ennuis du non-respect de la déontologie, peut-être il faut plus focaliser, et nous c'est comme ça qu'on l'entend aujourd'hui au Conseil de l'Ordre, dans cette mission de conciliation, c'est de se centrer surtout sur le confrère qui est harcelé, et c'est lui qu'il faut prendre en charge en premier. Ensuite, il y aura une enquête ordinale, à différents échelons selon jusqu'où ça va, en termes de plainte ou pas, mais il faut surtout se centrer sur l'aide qu'on peut apporter au confrère qui est harcelé. Sachant que la plupart d'entre eux ne savent même pas ou ne savaient même pas qu'il y a un endroit où on peut écouter ça, qui est un endroit qui est complètement indépendant, c'est l'Ordre des médecins. Et je crois, et on essaye de pousser pour que cette mission d'écoute des confrères qui seraient harcelés soit de plus en plus développée au sein du Conseil de l'Ordre. Je devais vous parler aussi de ce livre qui est l'Omerta à l'hôpital. J'espère que certains d'entre vous l'ont lu. Si vous ne l'avez pas lu, je vous enjoins de manière très insistante à le lire. Valérie Oslander est médecin généraliste, elle travaille à Sciences Po Paris et elle a entre 30 et être autour de 30 ans. Valérie, je ne voudrais pas la blesser si jamais elle écoute en différé cette conférence. Elle s'est étonnée un jour de certaines réflexions sexistes qui étaient un petit peu son quotidien. Et puis elle s'est dit, mais finalement, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que, parce que je suis une fille à l'hôpital, étudiante, interne, etc., est-ce que c'est normal qu'on me parle comme ça? Ben non, en fait, c'est pas normal. Et elle a fait une enquête. Elle a fait un questionnaire sur Internet aux étudiants en santé, donc sages-femmes, kinés, infirmières, internes. Et elle a eu des centaines de retours dans un délai très, très, très rapide. Elle en a fait ce livre. Qui fait froid dans le dos, je ne vous cache pas. Moi, je l'ai lu, j'ai commencé un soir à le lire. J'ai commencé par la préface. La préface a été écrite par Charlotte Bailly, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui était la petite amie de Maxime Ronflet. J'ai commencé à lire la préface, qui dure 6 pages. Et puis, j'ai lu le livre dans la nuit, je n'ai pas pu m'arrêter. C'est très, très perturbant, au sens où c'est très difficile. Moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. De lire ces témoignages-là. Moi, à l'époque, quand j'ai lu ça, j'étais PUPH, donc j'étais enseignant, j'encadrais des internes, et de voir ce que ce système-là peut produire, c'est absolument effrayant. Effrayant. Et je crois que votre génération, elle va nous ouvrir aussi les yeux là-dessus et briser cette omerta, c'est exactement ça. L'omerta, c'est ce qu'on n'ose pas dire. Et donc l'omerta, elle a été brisée. Alors je ne sais pas si c'est rassurant ou inquiétant, mais quand vous lisez les témoignages, d'étudiants sages-femmes ou infirmières, c'est encore plus effrayant. D'accord. Et puis c'est de la maltraitance insidieuse du quotidien. C'est des réflexions tous les jours, c'est je dirais, ce que j'appelle des encouragements inverses. Tu ne seras jamais bon à rien, bonne à rien, etc. Tu n'y arriveras jamais. Ça paraît bête, mais c'est tous les jours, c'est répété, etc. Et ça amène parfois à des situations catastrophiques. Je vous rappelle les statistiques en France. En moyenne, à peu près, depuis 4 ou 5 ans, il y a un suicide d'interne par mois en France. D'accord. Dans l'indifférence absolue des institutions, ce qui est ça aussi quelque chose d'absolument effrayant. Et donc là, voilà, on peut se poser la question, est-ce que c'est confraternel d'un médecin, d'un encadrant, un médecin, une infirmière, une sage-femme senior, d'encadrer de cette manière-là un interne, un étudiant? Alors la suite de ça, c'est un combat qu'on a continué à mener. J'ai eu la chance de convaincre Valérie Oslander avec Cynthia Fleury et Michel Timaratos d'écrire une lettre ouverte à Madame Buzyn. Cette lettre a été soumise vendredi au Monde. On espère qu'elle va être publiée. On espère aussi beaucoup parce que généralement, cette discussion, malheureusement, elle revient dans les médias quand il y a un nouveau suicide d'interne. Là, il y a beaucoup d'émotions. Nous, on a voulu la soumettre en dehors de ce contexte un peu émotionnel et au moment de la réforme de notre système de santé, en disant on aura beau injecter tous les milliards,
on aura beau rajouter des primes, si on ne se pose pas la question de la refonte de notre système managérial et de cette pyramide pédagogique tout à fait néfaste parfois, la réforme n'aboutira pas à grand-chose. Et donc, pour nous, c'est un élément qui est typiquement dans les missions de l'Ordre des médecins. Et c'est de la non-confraternité que d'avoir de tels comportements. Et c'est facile, hein, article 68.1, le compagnonnage, respect mutuel, etc. etc. Hein, c'est écrit. Donc, on a tout ce qu'il faut pour défendre cette idée-là. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne voulais pas faire trop long parce que je pense que ça peut susciter pas mal de questions et de réflexions. En tout cas, la confraternité, je crois qu'elle va s'envisager aussi dans le futur. On a un travail qui démarre avec The Camp à Aix-en-Provence, qui ont une thématique pour les 3 prochaines années qui est le futur du travail. Et on a constitué un petit groupe au sein de The Camp qu'on a appelé le futur de la déontologie. À savoir réfléchir sur la formation des médecins. On a des formations de plus en plus théoriques, de plus en plus techniques, et finalement, on ne nous forme pas à ce qu'on appelle aujourd'hui, même si ce n'est pas un très beau mot, ces fameuses compétences molles, qui sont du savoir-être ensemble, du management, de la communication non violente. Et on pense que si on veut créer une déontologie 2.0 ou 3.0, il y a des nouvelles compétences que les jeunes médecins doivent acquérir et probablement que les médecins moins jeunes doivent rattraper aussi. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et j'écoute vos questions avec grand plaisir.